Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Alors, c'est le début de la mini-série sur l'archéovirilité et l'archéoféminité, qui se conjuguent, qui se reflètent, qui dansent un tango macabre à deux, en maintenant des dynamiques relationnelles malsaines, qui relèvent du vampirisme énergétique quotidien. Il y a d'autres formes de vampirisme plus élaborées, je veux dire, c'est juste le curseur qui a augmenté dans les Love Bites, Dark Side of Cupid, etc. Ça, c'est la spécialité d'Eve Lorgen et Lauda Leon. Pour les autres formes de vampirisme, il y a Paul et Nina Ponceau qui ont fait vraiment une excellente vidéo sur tous les aspects possibles du vampirisme énergétique. Pour ma part, je pense que l'auditorat l'aura compris, je me concentre sur l'origine du vampirisme énergétique au quotidien, qui prend sa source bel et bien dans les identités de genre précocement mises en place avant l'âge de 3 ans et qui viennent engramer la couche la plus profonde de notre subconscient. Je vous propose d'aller décaper cette couche au niveau individuel. Donc, l'archéovirilité et l'archéoféminité sont les déclinaisons individuelles des archétypes que l'on retrouve dans toutes les cosmogonies et les mythologies de l'humanité et qui nous parlent donc de l'origine du monde d'un point de vue anthropologique. Ces archétypes ont des déclinaisons ethnologiques et sociologiques, et pour ce qui concerne nos cultures, il s'agit des rôles ancestraux que l'on fait tenir aux hommes et aux femmes respectivement dans ce jeu cosmique. Donc il y a une partie, je dirais la partie statique, qui est nommée stéréotype de genre par les féministes, et quand on analyse les dynamiques relationnelles, c'est plutôt du côté des psychologues et psychosociologues que l'on trouve des études de rapports sociaux de sexe. Donc si pour ma part, durant ma formation en psychologie du travail, j'ai été formée à cette question des rapports sociaux de sexe, la partie statique, je suis allée l'apprendre toute seule. D'une part avec ma propre expérience subjective de vie, qui à force de répétition quand même, et puis ensuite, tardivement, on en arrive à comprendre que ce que l'on a vécu individuellement et subjectivement relève d'une oppression systémique et transverse, puisqu'on la retrouve partout sur la planète. Donc cette ingénierie sociale genrée nous empêche de cheminer vers notre souveraineté, puisque elle nous empêche de développer une androgynie qui nous rapproche finalement de notre état primordial, qui est asexué, ou en tous les cas, les deux polarités sont en harmonie. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par vous relire la liste mentionnée par Eve Lorgen dans la vidéo, la première que j'ai mise en ligne, que j'ai sous-titrée Interférence hyperdimensionnelle et les clés du discernement. Je vous mets ça en description, donc sur l'importance d'être capable d'établir des limites saines dans ses relations avec les autres. Donc elle liste des comportements des personnes malsaines, ce que nous on appelle toxiques en France, et ensuite elle fait la liste donc des comportements des personnes non toxiques, saines. Alors, c'est parti pour les comportements des personnes toxiques qui vont à coup sûr vous entraîner vers des relations toxiques, type triangle du drame de Karpman, puisque c'est ce triangle-là nous parle des dynamiques relationnelles normales, et non pas uniquement de la dynamique relationnelle avec un pervers narcissique. Alors, les gens toxiques sont religieux plutôt que spirituels, défensifs plutôt qu'ouverts au feedback, imbus d'eux-mêmes plutôt que humbles, ne font que s'excuser au lieu de modifier leur comportement, évitent de travailler sur leurs problèmes plutôt que de tenter de les résoudre, ou de les confronter, de les voir en face, exigent la confiance au lieu de la mériter, pensent être parfaits plutôt que d'admettre leurs erreurs, aiment penser et faire semblant de tout contrôler au lieu d'admettre leurs faiblesses, accusent les autres
au lieu de prendre leurs responsabilités personnelles, mentent au lieu de dire la vérité, stagnent au lieu de grandir, ont une influence toxique et corruptrice plutôt que positive, commèrent et ne maintiennent pas la confidentialité avec les personnes qui les ont déçus. Donc, bon là, elle donne un exemple de relation toxique avec une personnalité borderline, mais ça se limite vraiment pas à ça, hein, selon moi. Hein, ces personnes-là essayent d'entrer dans votre intimité en vous flattant, ils font parler de vous, de vos problèmes, hein, donc de vos blessures profondes, hein, voire même ils se décrivent comme eux-mêmes étant vulnérables, hein, puis ils virent complètement et utilisant tout cela pour vous calomnier, hein, détruire votre réputation, enfin s'attaquer à vous, tenter de vous détruire. Et ils font ça sans aucun remords, comme si c'était normal pour eux. Donc, dernier point, les personnes toxiques manquent de véritable empathie. Je passe maintenant donc à la description des comportements des personnes saines. Les personnes saines nous rapprochent, hein, nous mènent plus près de la source organique, la source originelle primordiale, hein, comme je l'appelle, par la bonté, la manifestation des véritables vertus du cœur, hein, et de l'esprit divin. Elle nous rapproche des autres, hein, et nous aide à être plus authentiques, hein, avec nous-mêmes et avec les autres, hein, et plus éthiques. Donc les personnes saines sont capables, hein, d'une véritable empathie envers les autres, hein, ou d'avoir la grâce spirituelle qui peut s'écouler au travers des qualités de leur soi supérieur, avec les vertus de l'humilité et de la vérité. Le discernement vient avec cela. Elles peuvent admettre leurs faiblesses, elles sont spirituelles plutôt que religieuses ou agissant sous un aspect programmé. Elles sont ouvertes au feedback et humbles. Elles feront quelque chose, elles feront un travail personnel avec le feedback. Elles changent de comportement. Elles peuvent s'excuser et pardonner. Elles ont le désir de faire leur travail de guérison et de résoudre leurs problèmes. Elles prennent la responsabilité de leurs propres problèmes. Elles savent mettre des limites aux personnes toxiques, car c'est important de ne pas se laisser considérer comme un paillasson. Elles font confiance à juste titre, donc la confiance des personnes saines se mérite et ne s'exige pas. Elles disent la vérité plutôt que de mentir aux autres ou à elles-mêmes. Elles continuent de grandir en conscience et en maturité et ont la volonté de le faire. Elles peuvent être dans ce monde, mais pas de ce monde. Elles maintiennent toujours la connexion divine. Elles n'attendent pas des autres qu'ils soient parfaits. Mais pourtant, elles savent maintenir des limites, une autoprotection sage et des limites saines dans leurs relations avec les autres. Elles savent communiquer affectivement et demander ce dont elles ont besoin au lieu de manipuler pour l'obtenir. Bon, dans cette vidéo, Ève avait intercalé entre ces deux listes les critères qui différencient le bien du mal. Parce que même si on est dans un jeu de dualité, si on veut alchimiser ces deux choses-là, il faut bien comprendre la différence pour arrêter de nourrir justement cette dualité. Alors ce qui différencie le bien du mal, c'est que le mal est l'absence de volonté d'admettre ses erreurs, l'absence de volonté de changer de comportement, l'absence de volonté de faire ce qui est bien pour soi-même ou pour autrui, la volonté de nuire pour être quitte plutôt que de faire quelque chose de plus productif. Vous voyez, tout se situe autour de la volonté. Ça nous rapproche d'ailleurs des enseignements de Gurdjieff, non que je sois forcément entièrement d'accord avec tout ce qu'il a dit et écrit, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre chez Gurdjieff. Maintenant, je vais vous lire le témoignage d'une de mes correspondantes, qui est chamane depuis plusieurs années et qui est amenée donc à traiter un certain nombre de personnes, aussi bien des hommes que des femmes, et qui m'a autorisé à lire cet écrit dans le cadre de mon travail. Il est très court et il résume en fait très bien le point de vue qu'ont aujourd'hui les femmes pneumatiques d'âge mûr de la situation. Bon, bien que ce soit capé sur le versant relation de couple, relation amoureuse, le constat
à mon sens, peut être étendue à, d'une façon générale, les relations entre les hommes et les femmes dans ce monde. Début de citation. Concernant les mecs, je trouve ça très difficile de vivre en couple avec quelqu'un actuellement. Je me rends compte que très souvent, les hommes avec qui j'ai été m'ont plutôt fait descendre en vibration, ou détruite, ou tapent régulièrement dans le programme, manque de confiance en soi, manque de reconnaissance. Voire pour le père de mon fils, je suis carrément reparti de zéro dans ma vie. La relation a créé un effet table rase du présent. C'est-à-dire, j'ai dû tout reconstruire, étape par étape, après le passage de certains hommes que j'ai pu côtoyer. La seule chose que ces relations m'ont apporté, justement, c'est de m'affirmer et de prendre confiance en moi, de ne plus tout prendre pour moi, mais de leur rendre ce qui leur appartient, et de suivre ma voie, VOIE et VOIX, coûte que coûte, même et surtout si personne n'y croit ou me décourage de le faire. Ces expériences m'ont permis d'élargir ma conscience aussi. Quelle alternative nous reste-t-il avec les hommes? C'est très compliqué avec les psychiques, on ne se comprend carrément pas sur beaucoup de sujets importants au final. Alors ça les fait peut-être évoluer d'être à notre contact, mais je ne suis pas bien sûre que ce soit réciproque. Et surtout, le prix à payer est très fort, je trouve. C'est un peu comme le mythe de Sisyphe. Il faut sans cesse aller à contre-courant, c'est fatigant à la longue, pour peu de résultats, car souvent, ils refusent de faire un travail sur eux, les hommes psychiques. Ils pensent que tout va bien, et se bercent d'illusions par rapport à une position sociale confortable et de dominant. Ils sont souvent aveugles devant leur monstre intérieur et l'étendue du chemin à parcourir. Quant aux hommes pneumatiques, bien souvent ils sont paumés et ont un rapport aux femmes complètement biaisé, sans faire de jeu de mots. Ils cherchent la reconnaissance et sont dans une demande affective démesurée. Ils ne comprennent pas notamment pourquoi les psychiques leur volent la vedette avec les femmes et ont souvent connu de grosses blessures narcissiques, des traumas profonds avec les femmes, à l'origine avec leur mère bien sûr et sûrement bien avant aussi. Là, je pense qu'elle parle de vie antérieure par rapport à son travail. Ils sont beaucoup plus spirituels en effet, mais au niveau de la relation, on reste sur du papa-maman, avec un manque qui n'est jamais comblé. Il faut toujours leur accorder plus de temps et plus d'attention, sinon ils se sentent abandonnés, sous couvert d'être dans l'amour, ou dans le cœur, comme la plupart des femmes pneumatiques d'ailleurs, qui elles aussi portent la blessure d'abandon et de rejet. Ainsi, les deux se renvoient dos à dos leur propre manque, leur propre programme, et il est difficile de construire une relation adulte sur un pied d'égalité et non plus sur de la dépendance affective. Fin de citation. Donc, ce n'est pas le seul témoignage que j'ai pu avoir de femmes pneumatiques allant dans ce même sens. Et bon, quelles que soient finalement les particularités de nos scénarios vie, on arrive toutes exactement à la même conclusion. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. L'amour, c'est du pipeau. Voilà, nous avons fait le tour de l'amour astralisé, de l'implant sentiment amoureux, activable par technologie, alors que bon, l'amour c'est le respect, c'est-à-dire c'est le contraire de l'idolâtrie qui télécommande le sentiment amoureux. Et puis bon, l'amour, vu de chez moi, c'est quand même un concept qui va bien au-delà des relations amoureuses ou de couple. Parce que entre nous, femmes pneumatiques d'âge mûr ayant un certain vécu, ça fait longtemps qu'on arrive quand même à avoir des relations saines, complètement en dehors du triangle dramatique de Kirkman. Bon, pour autant, on ne refuse pas de côtoyer des hommes, mais on trouve ça super vampirisant, quoi. En gros, quel qu'il soit, psychique, illique ou pneumatique, trop de boulot. Et puis bon, il arrive un âge où on estime qu'on a suffisamment fait notre part, et on va essayer de passer le témoin à la génération suivante. Notez bien qu'on essaye de le faire en mode non hiérarchique. Bon alors, évidemment là c'est le point de vue de femmes pneumatiques d'âge mûr qui ont quand même des attentes plus élevées en termes de relations que l'immense majorité des autres femmes. Et en plus, bon, si on prend le versant là, Fireblood, Starfire, il est clair que certaines femmes pneumatiques sont en plus davantage ciblées, harcelées, littéralement finalement, par rapport à cette question-là de la vie amoureuse.
pour leur mettre un superviseur, hein, le fameux handler, hein, dont parle Eve Lorgen dans ses travaux, de manière à limiter en fait le déploiement de sa puissance spirituelle potentielle. Mais quand même, hein, tout autant qu'on est, en tant que catégorie sociale, hein, on nous a vendu le mythe de l'égalité déjà là. Et on y a toutes cru, hein. Pourquoi on n'y aurait pas cru? On était la première génération à être apparemment traitée de la même manière que les hommes, aller à l'école, avoir les mêmes cours qu'eux, hein. On n'avait plus de cours de cuisine, de couture et ce genre de trucs là, pour faire le concours fédulogie comme les générations de nos mères. Et donc on y a cru. Il nous faut 40 années, à peu près, hein, c'est entre 40 et 50 ans qu'un certain nombre de femmes, pas toutes, hein, finissent quand même par s'interroger et s'apercevoir quoi, que la réalité c'est que non, c'est un mythe, cette égalité, sur tous les plans. Hein. Là, c'est pas uniquement les relations de couple ou amoureuses. Hein. C'est bon, à 40 ans, c'est bon, t'as un vécu professionnel, etc. T'as suffisamment d'expérience pour bien voir que l'égalité, point d'interrogation, quoi. Hein. Donc je pense que vous avez compris. Hein. Quand on a en plus sa vision d'études très sérieuses sur les rapports sociaux de sexe, c'est quoi la vérité, notre réalité? C'est que l'écrasante majorité des hommes se comportent selon la liste des critères des personnes toxiques dans leur relation avec les femmes. Dans le meilleur des cas, le gars il lui reste de 1 à 3 quand même comportements de cette liste, et c'est déjà largement suffisant pour qu'il entraîne la nana dans un petit triangle de Karpman, c'est-à-dire du vampirisme psychique et énergétique au quotidien. Personnellement, je ne connais que 2 hommes qui ne se comportent selon aucun de ces critères et qui sont vraiment des hommes sains. J'y reviens plus tard dans la vidéo. En revanche, c'est peut-être pas une écrasante majorité, mais quand même énormément de femmes ont la volonté de prendre leur part de responsabilité dans les conflits relationnels qu'elles rencontrent dans leur vie d'une façon générale et plus particulièrement avec l'autre sexe, avec les hommes. Et elles ont la volonté d'en sortir, de les résoudre. Donc ce sont les femmes qui peuplent principalement les cabinets de psychothérapie, des thérapies en tout genre. Puis si les thérapies conventionnelles suffisent pas, on se retrouve vite donc dans le New Age qui nous vend un féminin sacré de travers. Hein. On nous renvoie constamment finalement à oui, mais tu dois déployer ton féminin sacré, apprendre à accueillir, à accepter. Donc on n'est pas du tout là dans le travail d'être capable de mettre des limites saines quand on nous sert ce genre de discours. Hein. C'est particulièrement pervers ce qui se passe parce que par exemple, si c'est une femme qui se fait écraser la tronche dans son boulot là masculin, elle va donc dans son truc là de thérapie New Age et on lui explique qu'en fait c'est de sa faute. Déjà c'est son karma en fait, hein. Et puis ses problèmes à son boulot, je veux dire, si elle était quand même plus dans sa polarité féminin sacré, ça irait mieux. Donc vous comprenez, c'est un redoublement du programme de soumission, tissé de doubles injonctions contradictoires et assaisonné de doubles standards. Pas facile à gérer pour l'appareil psychique, tout ça. Je ne connais aucun homme qui a affaire psychiquement à un tel sac de nœuds. Parce qu'il y a ce noyau de l'archéovirilité, de l'archéoféminité, auquel le New Age ne veut surtout pas toucher, auquel d'ailleurs personne n'ose toucher. Plus longtemps elles vont rester là-dedans, là, dans ces programmes de pseudo-guérison, plus elles risquent, ces femmes-là, de se retrouver dans des relations de plus en plus toxiques. Et jusqu'après, leur vendre le programme Flamme Jumelle, les Love Bites, les Dark Side of Cupid, tu dois accepter aussi, quoi. Ça peut mener à la mort par vampirisme énergétique, cette histoire-là. Et très certainement un certain nombre d'entre elles au suicide, parce que vu que c'est principalement des femmes en fait qui se sont investies dans ces trucs-là, dans les Love Bites, si vous connaissez pas, il faut aller regarder les premières vidéos que j'ai postées. Il y a un partenaire à un moment donné qui est émotionnellement débranché, parce que tout ça c'est une technologie en fait, qu'il y a derrière, une technologie astrale. Mais dans la plupart des cas, c'est l'homme qui est débranché. Et la blessure d'abandon, c'est la plupart du temps la femme qui l'encaisse. Or, il n'y a pas
du côté de la population masculine, un travail et une volonté de guérir équivalente à ce qu'engagent les femmes. Des hommes qui vont avoir le courage de demander de l'aide à un ou une thérapeute, ils sont rares. Pour une thérapie en 2 à 2. Ils sont encore plus rares, ceux qui vont avoir le courage d'aller se coller dans une thérapie de groupe. Et bon, je suis pas là pour faire un débat là-dessus, mais je pense que les thérapies de groupe sont bien plus efficaces que les thérapies en 2 à 2 où on tombe, à mon sens, forcément à jouer le triangle du drame, comme ça en face à face, ce qui ouvre la porte à tout un tas de dérives. Il peut y avoir quand même des gros dommages collatéraux, voire une reconstruction à l'envers chez le patient de son problème. J'ai eu le cas dans ma famille où le persécuteur, grâce à sa thérapeute, a réussi à s'improviser en victime et vient m'agresser par mail, par écrit, alors que ça fait longtemps que j'ai coupé les ponts, quoi. Évidemment, au moment où moi-même je flirte avec la mort, énergétiquement, il n'y a plus que mon chat pour me porter. Et vu que le bazar, les dommages collatéraux là, ça ne me concernait pas que moi, en plus on m'a appelé au secours, il a fallu que je gère tout le bordel que ça avait foutu auprès de plein d'autres membres de la famille qui n'ont pas manqué de me contacter. Et je peux vous dire que c'est pas avec des outils New Age que j'ai pu régler le problème. C'est bien parce que je commençais à avoir quelques analyses féministes pour réexplorer tout mon scénario de vie, et c'est ce qui m'a permis de placer des limites saines et de remettre les responsabilités bien à leur place, quoi. Pour en revenir donc aux différents cadres thérapeutiques, tout l'intérêt des thérapies de groupe, c'est qu'il va y avoir une dynamique de groupe à l'œuvre. Et si le ou la thérapeute est pas trop mauvais, normalement, il est supposé quand même, s'il fait des thérapies de groupe, les connaître. Et donc les gens vont pas trop pouvoir lui mentir. Donc en fait, le groupe protège le thérapeute contre ses propres points aveugles, mais ça ne suffit pas, parce que si le ou la thérapeute est enferré dans son archéo-virilité ou archéo-féminité, ça va être merdique quand même. Parce qu'il y a certaines techniques qui sont intéressantes quand même. Par exemple, les constellations familiales, je pense que c'est sûrement un des trucs les plus intéressants qu'on puisse aller faire, mais en plusieurs années de ces trucs-là, j'ai jamais croisé beaucoup d'hommes dans les constelles familiales, à part le thérapeute. Et puis le seul gars qu'il y avait, il faisait sa constelle, est-ce qu'il avait un problème avec sa femme, mais bon quand même, s'il pouvait s'en trouver une autre là sur place direct, histoire d'éviter d'aller au bout de sa constellation. Voilà. D'autre part, dans la Gestalt thérapie que j'ai faite, il y avait quand même pas beaucoup d'hommes, et les rares qui étaient là, bon, c'est déjà bien qu'ils étaient là, mais bon, le niveau de gravité, si vous voulez, des problématiques qu'ils venaient résoudre, ça n'avait rien à voir avec celle des femmes qui étaient présentes. C'était quand même beaucoup plus lourd chez les nanas. On jouait pas dans la même cour, quoi. Alors, il y a des raisons sociologiques pour lesquelles on trouve peu d'hommes dans la démarche de guérison depuis la pseudo-libération de la femme. Elles ont gagné le droit d'être esclaves salariées. Bon, ça leur a quand même apporté la possibilité d'être un peu autonomes sur la dimension matérielle de leur existence. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment cracher dessus, comparé au sort qui était fait aux générations qui nous précèdent. Et donc, en ayant le droit d'avoir une activité professionnelle, d'avoir cette autonomie financière, les femmes ont pu s'expérimenter concrètement dans une polarité yang, tout en devant rester dans leur yin. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu de mouvement équivalent pour les hommes. Il n'y a pas eu de valeur ajoutée socialement pour l'ego, pour les hommes, à prendre en charge des activités anciennement réservées aux femmes, comme le soin aux enfants ou les tâches ménagères, ou l'écoute empathique, qu'on a quand même beaucoup plus facilement avec une femme qu'avec un homme. C'est-à-dire qu'il s'agit de supporter le travail de compréhension et de sens qu'est en train de faire la personne qui vous confie ça, plutôt que de lui couper la parole en arrivant avec votre boîte à outils sauveur et tout un tas de conseils, pour la plupart inapplicables parce qu'en fait, vous n'avez pas pris le temps de comprendre sa propre carte de son territoire. Bon, donc, ces raisons sociologiques-là, elles n'ont évidemment aucun hasard. Il n'y a aucun hasard quand on a bien compris comment fonctionne en fait un upgrade ou une stratégie adaptative d'un virus mental qui vient de l'astral.
Et ce sont bien les analyses systémiques des féministes matérialistes, autrement appelées radicales, qui m'ont permis de les mettre au jour, toutes ces stratégies adaptatives de ce virus patriarcal, archontique, démiurgique, mettez le mot que vous voulez. Donc, bien sûr que ça peut arriver, qu'il y a aussi des femmes toxiques, etc. Mais je suis en train de vous dire qu'il y a quand même une anisotropie énorme, en termes de catégories sociales, de sexe. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, en long, en large et en travers, avec plein d'outils différents. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, du tout. Mais c'est la réalité. Des hommes qui sont en mesure de manifester, au même niveau que certaines femmes, la quasi-totalité des comportements des personnes authentiquement saines, il en existe peut-être ils sont en train de naître. Ou alors ils sont beaucoup, beaucoup plus jeunes que nous, femmes d'âge mûr. On a toujours son âge, quelque part. Et cela se confirme d'ailleurs par rapport aux correspondants que j'ai, masculins, avec qui ça se passe bien. Ils ont effectivement à peu près au moins 10 ans de moins que moi. Dans ces générations-là, ça semble possible d'établir des relations saines avec les femmes. Mais ils sont cependant extrêmement rares. Moi, j'en connais que 2. Et d'ailleurs, donc l'un d'entre eux me disait, moi, tu sais, si je m'en sors matériellement, c'est parce que je fais des concessions avec le patriarcat. C'est-à-dire que vu les boulots dans lesquels il bosse, ce serait invivable pour lui s'il devait essayer de faire une éducation féministe. Sa manière en fait de résister, c'est par exemple quand les mecs qui commencent à être un peu lourds là, avec leurs blagues graveleuses, mais lui, il participe pas, il rigole pas, il s'en va. Enfin voilà, c'est sa manière à lui de ne pas continuer à alimenter un égrégore avec lequel il est profondément en désaccord. Par contre, quand il en a l'occasion, ce qui l'a amené à fréquenter des jeunes, là, dans ce cas-là, il dit les choses, il pose bien les choses, aussi bien pour les gamins que les gamines, quoi. Donc ce même homme, et c'est le seul que je connais, qui s'est paluché un travail de guérison de ouf, équivalent à celui de beaucoup de femmes. C'est qu'il a un scénario de vie chaud patate aussi. Et la dernière fois que je discutais avec lui, il me disait aussi, ouais, tes vidéos, c'est tellement dense, je suis obligée de les réécouter plusieurs fois. Alors j'ai pas mal de gens qui me disent ça, ça me fait vraiment de la peine quand je vois le temps que je me passe à essayer d'être compréhensible. Apparemment, c'est pas encore assez. Bon, enfin bref. Et donc, il me disait, bon, je retiens pas forcément tout ce qu'il y a dans tes vidéos, en fait. Pour lui, c'est juste une porte d'entrée pour aller faire son propre travail d'enquête, aller lire des articles, etc. Et ce qu'il retient le mieux, ce qu'il peut le mieux mettre en œuvre après lui dans sa vie quotidienne, c'est tout le travail personnel, de lecture, d'articles, etc., de liens que j'ai mis en description, qu'il a fait seul. Alors, il s'imite pas uniquement aux liens que je mets, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cette volonté qui est à l'œuvre, de toute façon, lui, il rebondit aussi avec sa propre subjectivité. On déplie un fil, puis il y en a un autre qui arrive, etc. Et donc très souvent, il me ramène des informations, des trucs que moi, je ne connais pas, je ne suis pas omnisciente. Ma spécialité, c'est vraiment la déclinaison de l'appareil psychique humain. Voilà. Tout ça pour dire que le travail que moi je peux fournir, c'est qu'une porte d'entrée en fait. Ça pourra jamais suffire et remplacer la volonté d'un travail authentiquement individuel et personnel. Même si c'est des vidéos de 1 heure là que je fais, bon. Donc on est, vous voyez, dans cette situation d'hyper-responsabilisation des femmes dans ces questions de rapports sociaux de sexe, de relations à l'autre sexe, et de déresponsabilisation de l'autre partie de la population, c'est-à-dire les hommes, vis-à-vis de ces mêmes relations. Donc au bout du compte, les femmes, on leur a vendu le mythe de l'égalité déjà là depuis les années 70. Elles s'imaginent qu'il y a peut-être un égal qui les attend là quelque part. Les femmes pneumatiques, elles manifestent dans leur comportement une bonne majorité de critères de la ligne des personnes saines.
ou la totalité de ces critères. Pendant ce temps-là, on a vu les hommes de leur côté, eux, ils ont pas trop bougé en fait de leur rapport toxique aux femmes, hommes pneumatiques inclus. Donc au bout d'un moment, faisons la somme, 1 moins 1 égale 0. Il n'y a pas d'égal pour le moment. Il ne peut pas y en avoir tant que ces noyaux-là, archéovirilité toxique et archéoféminité accueillant cette toxicité, est toujours en place. Il faut tenter de comprendre pourquoi ça se reproduit comme ça. Si on veut casser le moule, il faut tenter de comprendre pourquoi et mettre en œuvre des moyens pour cesser de reproduire ce comportement mécanique qui nous rend tous et toutes malades. Le carburant de cette mécanique, c'est vraiment le programme faire plaisir à autrui au détriment de ses propres besoins qui est implanté précocement chez les femmes. Comme je l'ai déjà dit, c'est aux personnes ultra vampirisées de se repositionner en premier. Donc les femmes, pour celles qui feront ce travail pour elles-mêmes, pour aller vers vraiment leur propre souveraineté, divinité, liberté, il n'y a aucune récompense ici. Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à mettre en œuvre tout ça, connaître bien vos besoins et placer des limites saines, dans vos rapports avec les autres, vous allez voir, vous allez faire du grand vide autour de vous. Pour les hommes qui entreprendraient le même chemin, dans la 3D, certainement oui, beaucoup plus de récompenses, mais le piège, c'est que vous pouvez vous illusionner. Un homme déjà qui arrive à manifester et non pas à simuler, parce qu'il y a des simulateurs. Quelques critères de personnes saines, lui son problème ça va plutôt être, je pense, il va avoir une overdose de propositions, je pense, de la part des femmes, parce qu'il devient déjà un homme assez rare. Donc après, voilà, il faudra qu'il discerne qu'est-ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il accepte, qu'est-ce qu'il refuse, parce que bon là, il risque de jouer aimant à psychique et illique. Voilà, et donc je vous dis à très bientôt pour l'épisode 1, on va dire. Celui-là, c'est l'épisode 0. Allez, à bientôt. Barde dégoulinant, scribouillard pleurnichant, délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus au stade creuse, mais là donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques.